Voilà, bonsoir à tous. Je vous retrouve pour la dernière partie du cours de chimie organique. Donc, pour ceux qui rejoignent, c'est la quatrième partie et la dernière de ce cours, donc qui va vous permettre d'avoir des éléments, des bonnes bases pour débuter la chimie organique et de matières, comme je vous l'ai dit, relativement spéciales, que pas tous parmi vous ont déjà étudié, a déjà étudié. Et donc, c'était l'occasion de rappeler certaines connaissances pour ceux qui en ont déjà fait ou bien de donner les bases à ceux qui n'en ont pas pour pouvoir démarrer sereinement. Donc il y a plein de choses dans ce cours qui vont vous permettre d'être à jour et puis de prendre même un petit peu d'avance. On commence avec un rapide rappel de notre abonnement MedPrep, donc qui se passe en ligne. Cet abonnement, il va vous permettre d'avoir accès à plusieurs choses. L'adresse de notre site, hein, comme vous le savez, c'est https://app pour application.medprep.ch. Et donc, qu'est-ce que vous allez y trouver? Vous allez y trouver plusieurs milliers de QCM avec réponses détaillées, des résumés PDF pour chaque cours qui sont mis à jour chaque année, les corrections, la correction vidéo et PDF de chaque TD, un groupe WhatsApp privé, des vidéos de synthèse et puis plein d'autres choses qu'on vous met à disposition pour vous aider dans votre première année. Et puis, on est très fiers parce que finalement, on a fait récemment un petit sondage là, et vous voyez, c'est une capture d'écran de mon téléphone, c'est pas truqué. Toutes les personnes qui ont répondu à ce sondage sont satisfaites de l'abonnement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous voulez essayer, etc. Alors maintenant, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. On va maintenant parler un petit peu de ce qu'est la conformation chaise. Vous allez voir que les conformations chaises, c'est quelque chose qu'on va beaucoup voir en chimie organique. Donc déjà, il faut vous rendre compte qu'une chaise, c'est en fait un cyclohexane. Un cyclohexane qu'on symbolise comme ça. Hein. Donc cyclo parce que c'est un site, hexane parce qu'il y a 6 carbones, et ane plutôt, c'est parce qu'on a que des simples liaisons. Hein. Simple liaison. Cyclo parce que donc c'est un cycle, c'est logique. Et puis hex parce qu'il y a une chaîne de 6 carbones. Donc cette molécule, et puis ses dérivés forcément comme on va le voir, va, comme vous pouvez le voir ici, s'agencer dans l'espace d'une manière relativement particulière et ainsi prendre une forme trois-dimensionnelle qui dépendra de ce que vous avez vu précédemment, c'est-à-dire du jeu des énergies. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Vous le savez, la nature va toujours chercher à obtenir des états les moins énergétiques possibles. Et ces formes énergétiques différentes vont être obtenues par basculement. Alors, en fait, vous pouvez le faire si vous avez, et on vous recommande d'acheter un petit modèle moléculaire, ça vaut entre 15 et 30 francs, vous pouvez le trouver sur Internet ou dans les librairies à Genève. C'est un petit modèle qui vous permet de construire des molécules avec des petits bâtons en plastique et des petites sphères, des petites boules. Et en fait, vous pourrez voir que lorsque vous vous construisez ce type de molécule, hein, de par la configuration tétraédrique du carbone. Je vous rappelle, chaque carbone qui fait des simples liaisons est tétraédrique, hein, c'est-à-dire se retrouve dans l'espace avec deux liaisons du plan, une liaison qui sort du plan, une liaison qui rentre du plan. Eh bien, en lien avec cette configuration du carbone sp3, et puisque tous les carbones ici sont des carbones sp3, eh bien, on va avoir une conformation de type chaise, qui est celle que vous avez ici. D'accord? Alors on verra ensemble comment est-ce qu'on dessine ces molécules, mais en gros, si vous voulez, on pourrait numéroter en disant que ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et en fait, si vous voulez, eh bien, on va avoir le basculement entre ces deux formes chaises, de telle sorte que le premier carbone est ici, 2, 3, 4, 5 et 6. Et vous vous rendez compte ainsi que les substituants vont se retrouver une fois dans une position qu'on appellera la position axiale, hein, c'est la position qu'on a ici, et une fois dans une position qu'on dit équatoriale, c'est-à-dire telle que ce ici.
Alors, en quoi c'est important? Bah, c'est tout simplement important parce que, comme vous pouvez l'imaginer, si on a plusieurs substituants en axial, eh bien, ils vont être plus proches que s'ils sont en équatorial. Je vous fais une petite démonstration en vous mettant une autre. Bah, vous avez ici la représentation qui vous est. Vous voyez que ici le CH3. Alors partout il y a des hydrogènes évidemment, mais le CH3 ici, il va avoir une interaction avec l'hydrogène, et cette interaction-là va être de plus haute, évidemment encore plus importance d'une forme bateau, hein. Ça c'est une forme que vous allez voir qui s'appelle la forme bateau et qui est une forme à haute énergie, donc qui n'est pas retrouvée. Mais globalement, entre cette forme-là et celle-ci, vous voyez que là, les deux substituants, enfin le substituant ici est en position axiale, ici il est en position équatoriale, et vous voyez que forcément l'interaction énergétique va être moins importante pour la position équatoriale par rapport à la position axiale, puisque le nuage électronique finalement que représente ce substituant va se retrouver plus proche de l'hydrogène, l'hydrogène étant le plus petit qui existe, que lorsqu'il se situe en position équatoriale où il va être littéralement poussé un petit peu vers l'extérieur de la molécule. Ces interactions sont appelées 1,3 diaxiales. Pourquoi? Parce que vous voyez que si on numérote 1, 2, 3, eh bien c'est l'interaction entre le substituant axial du 1 et du 3. Alors pourquoi pas du 1 et du 2? Tout simplement parce que pour le 2, l'axial ou les hydrogènes, si vous voulez, on a un hydrogène équatorial et un hydrogène axial, mais l'axial va vers le bas, d'accord? Tout simplement. Donc il est de l'autre côté du plan. Si vous voulez l'axial ici, cet axial, l'axial qui se situe sur le deuxième carbone, il est en position axiale vers le bas, donc de l'autre côté du plan que le 1, le 3 et en l'occurrence aussi le 5. Et puis le 2, le 4 et le 6, eux ont leur substitution axiaux qui se situe vers le bas. Et donc ça explique pourquoi la forme équatoriale minimise les gènes stériques, donc les interactions 1,3 diaxiales, les contraintes stériques, et est donc la plus stable et donc la forme prédominante, si j'ose dire. Alors, reprenons un petit peu ces éléments. Donc, vous allez souvent avoir ou plutôt quasiment toujours avoir des sucres qui sont en fait des cyclohexanes sur lesquels les carbones ont comme substituant par rapport au cyclohexane de base, puisque je vous rappelle, le cyclohexane de base, c'est uniquement des carbones et des hydrogènes. Et lorsqu'on étudie ces molécules, c'est fréquent que les hydrogènes soient remplacés par des groupes type OH ou type CH3. Et vous voyez que pour cette forme-là, si on analyse cette forme-là, on se rend compte que dans l'état qu'elle est actuelle, dans cet état, hein, eh bien on a un hydrogène qui se trouve être en axial, un hydrogène qui se trouve en axial, un hydrogène en axial, un hydrogène en axial, et nous avons deux substituants qui ne sont pas des hydrogènes qui se trouvent en position axiale. Et lorsque nous faisons le basculement, alors pour faire le basculement, comment est-ce qu'on fait? Le plus simple, la recette, si vous voulez, de cuisine, c'est de numéroter. Donc vous numérotez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors cette numérotation, elle est parfaitement symbolique. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin, elle ne répond pas à des contraintes de nomenclature, hein. Puis ensuite, ici, vous avez une forme chaise qui se situe vers le haut, comme ça. Alors, elle est effectivement moins jolie que celle que vous avez là, mais globalement, ça fonctionne très bien pour l'exemple que j'ai ici. Si je la fais juste un tout petit peu plus joliment, peut-être. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus joli. Donc j'aurai tac, 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 voilà. Hein, ça, c'est ma chaise de base. Ça, vous devez apprendre à le dessiner par cœur. Vous devez savoir écrire cette forme-là par cœur. Et l'autre forme, bah, c'est quasiment la même chose, hein. Simplement, on va l'écrire comme ceci. Voilà, j'ai fait plus ou moins quelque chose de joli. Peu importe si c'est pas magnifique, c'est aussi à connaître par cœur. Ensuite, vous numérotez.
hein, c'est-à-dire ici on avait l'atome de carbone le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Et ensuite, si vous voulez, ce qu'on a fait, c'est que cet carbone-là est descendu et celui-là est monté. Donc nous allons retrouver ici le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Ensuite, vous répertoriez les substituants. Donc ici, on avait le H donc pour le 1, le H en axial et le OH en équatorial. Pour moins surcharger le dessin, on ne va noter que les substituants qui se trouvent en position axiale. Plutôt tous les substituants qui sont différents de l'hydrogène, excusez-moi. Donc ici, nous aurons le CH3 en position équatoriale, nous aurons le OH en position équatoriale, nous aurons le CH3 en position équatoriale, nous aurons le OH en position axiale et nous aurons le CH3 en position axiale. Et en fait, c'est très simple, quand vous faites le basculement de la chaise, chaque substituant qui était axial devient équatorial et chaque substituant qui était équatorial devient axial. C'est aussi simple que ça. Donc au niveau du 1 ici qui était équatorial, maintenant il va se retrouver en position axiale. Donc pour savoir comment dessiner un axial, c'est très simple. Si le coin, vous voyez ici le coin, va vers le bas, l'axial va vers le bas. Si le coin va vers le haut, l'axial va vers le haut. Le coin va vers le bas, l'axial va vers le bas. Le coin va vers le haut, l'axial va vers le haut. Le coin va vers le bas, l'axial va vers le bas. Le coin va vers le haut, l'axial va vers le haut. Donc c'est aussi simple que ça. Vous voyez qu'en 2, on avait un substituant qui était équatorial, donc il va se retrouver en position axiale cette fois-ci. En 3, on avait un substituant qui était équatorial, donc il va se retrouver en axial cette fois-ci. En 4, il était équatorial, il va se trouver en axial cette fois-ci. En 5, il était, comme nous avons vu, axial, du coup il va être équatorial. Et en 6, il était axial, il va se retrouver équatorial. Donc à partir de là, eh bien, vous voyez que je retrouve bel et bien la forme chaise, l'autre forme chaise. Et si on fait le bilan, on compte, on voit qu'on a 2 axiaux ici versus 4 axiaux ici. Donc cette forme-là possède plus de contraintes stériques, raison pour laquelle l'équilibre va favoriser la forme qui a le moins de contraintes stériques et donc la forme chaise de gauche. Donc, il faut bien vous rendre compte que c'est une conformation, c'est la même molécule et c'est ce qu'on appelle une conformation qui a le moins de substituants autres que les hydrogènes axiales dans le but de minimiser ces gènes stériques appelés interactions 1,3 diaxiales. Donc 1,3 parce que on a 2 plans dans lesquels on peut avoir les axiales. On peut avoir des axiaux qui vont vers le haut ou des axiaux qui vont vers le bas. Et donc, pour les anomères, ça vous le reverrez. Hein, vous reverrez, on va peut-être pas rentrer dans les détails ici, mais pour les anomères, c'est-à-dire ce sont des isomères liés aux chaises, vous devez dessiner les formes chaises de chaque anomère, déterminer la forme chaise la plus stable parmi les 4, et c'est l'anomère qui possède cette conformation qui sera préférentiellement formée. Ça, nous le reverrons pendant l'année. Alors, comment représenter ces molécules dans leur forme chaise la plus stable? On va en faire une pour se le représenter, et puis je vous laisserai faire les autres en exercice. Prenons par exemple la première ici. Donc vous commencez par dessiner une forme chaise toute simple. Par exemple, je vais faire celle-ci. Voilà. Ensuite, je numérote. Donc vous numérotez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que vous avez numéroté, et la numérotation, à nouveau, ce n'est pas du tout quelque chose qui a de la nomenclature, c'est uniquement pour que vous ayez des repères. Vous pourriez aussi très bien mettre des lettres, leur donner des prénoms à ces carbones, c'est égal. L'idée, c'est juste que vous puissiez vous retrouver facilement. Donc vous avez votre modèle, ça le modèle, vous devez par contre le connaître par cœur et savoir le dessiner vous-même. Ça, vous devez pouvoir dessiner ce modèle qui est votre modèle de départ. Et donc vous allez ensuite dessiner les substituants. Donc je vais juste... Voilà. Je n'ai pas des talents de dessinateur magnifiques, vous m'excuserez. Puis vous reportez cette numérotation. Donc on aurait le 1 ici, le 2, le 3,
le 4, le 5 et le 6. Et ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre chaque substituant autre que l'hydrogène, puisqu'on ne va pas alourdir le schéma et tous les mettre, et vous allez vous poser la question en 1, ici, mon substituant OH, il va vers le bas, mon coin va vers le haut, donc l'axial irait vers le haut, donc mon substituant est en position équatoriale, d'accord, donc le coin va vers le haut, mon substituant va vers le bas, donc ils sont un peu dans le sens opposé si on veut, donc on le met en position équatoriale. En 2, on n'a pas de substituant. En 3, vous voyez quoi? Vous voyez que le coin va vers le haut et le substituant CH2OH va vers le haut, donc il va être noté en axial CH2OH. En 4, nous avons le substituant autre que l'hydrogène qui va vers le bas, le coin va vers le bas, donc je vais noter mon substituant en axial. En 5, vous voyez que le substituant va vers le haut, le coin va vers le haut, donc je vais me retrouver avec un substituant qui va être en position axiale. Et finalement en 6, le substituant va vers le bas, le coin va vers le bas, donc mon substituant va prendre une position axiale. Ça, c'est ma première forme chaise. Deuxième étape, vous écrivez, vous dessinez rapidement l'autre forme chaise, comme ceci. À nouveau, c'est pas grave si elle n'est pas très jolie. Elle est même très moche de mon côté, je vais essayer de la faire un petit peu mieux, désolé. Hop. Alors, donc on fait quelque chose comme ça, elle est peut-être un petit peu mieux. Donc ça, à nouveau, vous devez savoir le dessiner par cœur. Puis une fois que vous avez fait ça, comme ça, vous allez renoter vos références pour ne pas être perdu. Donc souvenez-vous, c'est ce carbone-là qui descend et ce carbone-là qui monte pour le basculement de la chaise. Donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc vous allez noter les substituants. Donc si en 1 il était équatorial, il va devenir cette fois-ci axial. Donc on va le noter comme ça. Si en 2, il n'y en avait pas. Si en 3 il était axial, il va devenir équatorial. CH2OH. En 4, s'il était axial, il va devenir équatorial, OH. En 5, s'il était axial, il va devenir équatorial, OH. Et puis finalement en 6, s'il était axial, il va devenir équatorial, OH. Et donc vous faites le bilan, vous voyez qu'ici, il y a beaucoup plus de substituants qui se trouvent en position axiale que dans cette conformation. Et donc la conformation qui va être prédominante, c'est forcément celle-ci, au contraire de celle-ci qui va être moins stable, car elle présentera plus de gènes stériques. Voilà, donc je vous laisserai sans problème vous entraîner sur les formes qu'on vous propose ici. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. On va parler maintenant un tout petit peu de délocalisation, de forme de résonance et ce qu'on appelle la mésomérie. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous avez des doubles liaisons qui sont ce qu'on appelle conjuguées, c'est-à-dire situées l'une à la suite de l'autre, ou ce qui, on peut dire autrement, c'est une suite de carbone sp2, comme on le voit ici, eh bien chaque carbone de cette suite possède une orbitale p, et donc les électrons peuvent en quelque sorte glisser d'une paire à l'autre de carbone sp2, et donc on peut avoir des doubles liaisons qui vont se délocaliser, comme vous le voyez, une fois la double liaison se situe ici, une fois elle va se situer là, etc. Et ça va permettre de faire apparaître des charges partielles, des charges à l'intérieur de la molécule. Donc en ouvrant ici les liaisons, on a une charge plus qui apparaît ici et une charge moins qui apparaît là parce que les électrons de cette liaison se retrouvent sur le carbone ici et parce que ce carbone-là se retrouve privé d'un électron. Pourquoi il y a un plus et un moins. Notez bien que la somme des charges reste nulle, il n'y a pas de changement, ça c'est un point important. Et puis notez bien la nomenclature, vous voyez que tout est noté entre crochets.
hein, et ces crochets vous signifient que tout ça, c'est en fait une seule et même molécule. Simplement, elle est vue, elle est photographiée à deux moments différents. J'aime bien prendre cette analogie. Imaginez-vous qu'une molécule avec des doubles liaisons conjuguées, donc une molécule qui peut posséder des formes de résonance, vous allez l'écrire et quand vous la dessinez, quand vous l'écrivez de cette manière-là, c'est comme si vous preniez une photo instantanée de la position des électrons à un temps t. Mais, pour des raisons diverses et variées dont on parlera un peu plus tard, les électrons peuvent se situer ailleurs et ils peuvent alors se retrouver sur d'autres carbones et laisser apparaître des charges partielles à l'intérieur, enfin des charges à l'intérieur de la molécule, tout en prenant en compte que la somme des charges doit toujours rester identique à celle qu'on avait initialement. Ce qu'on appelle au sein de ces crochets, ce qu'on va nommer et ce qu'on va mettre avec des doubles flèches ici, c'est ce qu'on appelle des formes de résonance qui signifient aussi mésomères. Et notez bien que les flèches ici vous donnent le mouvement des électrons pour passer de cette forme de résonance-là à celle-ci. Alors le groupe carbonyle, c'est un des groupes fonctionnels que vous devez connaître. C'est vraiment l'une des notions les plus importantes de votre programme. Le groupe carbonyle, vous l'avez ici, c'est un carbone qui est relié à un oxygène par une double liaison. Notez bien qu'ici, on avait initialement deux doublets non liants, hein, comme ceci, et ensuite, on va obtenir une charge formelle qui est différente des doublets. Ici, en fait, on a trois doublets non liants, si on veut, et une charge formelle de -1. Comment est-ce qu'on est passé de cette écriture-là à celle-ci? Tout simplement parce que cette liaison est polarisée. Cette liaison est polarisée parce que le carbone a une électronégativité qui est plus faible que celle de l'oxygène. Cela veut dire qu'au sein de cette liaison, les électrons ont plutôt tendance à aller vers l'oxygène que vers le carbone. Ça, c'est lié à l'électronégativité. L'électronégativité mesurant l'affinité d'un atome pour les électrons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la liaison entre le carbone et l'oxygène est double. Et donc on peut se permettre une des deux liaisons, étant donné que c'est une liaison pi, c'est une liaison dont les électrons se trouvent dans des orbitales p, cette liaison peut s'ouvrir et les électrons de cette liaison sont un petit peu plus libres si on veut que les électrons d'une liaison de type sigma qui forment vraiment le squelette de la molécule. Et donc, on peut ouvrir cette liaison, les électrons de cette liaison vont se retrouver sur l'oxygène seul. Hein, si on veut regarder un petit peu plus précisément, on avait ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons à proximité de l'oxygène. Et ici, maintenant, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raison pour laquelle on a une charge de -1. Hein. Et ici, le carbone avait 1, 2, 3, 4 électrons à sa proximité. Il n'en a plus que 3, raison pour laquelle nous avons une charge +1. Cette propriété est fondamentale parce qu'elle va nous permettre de faire apparaître au sein des molécules organiques ce qu'on appelle des carbocations. Hein, carbocation carbone pour le carbone, carbo pour carbone, et cation pour un ion, une charge positive. Et cet endroit-là, ce carbone chargé positivement, ça va être souvent ce qu'on va appeler un centre d'attaque nucléophile, c'est-à-dire une partie de la molécule, un atome au sein d'une molécule, qui est susceptible d'être attaqué par des groupes qui sont appelés nucléophiles, c'est-à-dire qui aiment les noyaux, qui aiment les choses positives. Et ça va être vraiment la base de beaucoup de réactions que l'on va voir après. Et la charge moins, eh bien, elle représente à elle, si vous voulez, quelque chose. Elle représente un surplus d'électrons. Et la charge moins, elle va aimer les noyaux. Elle va être nucléophile. Elle va chercher à se relier à quelque chose de positif. Donc ce fameux groupe carbonyle, c'est une représentation un petit peu différente que nous avons ici. Hein. Donc c'est un carbone qui est relié à un oxygène pour la première liaison, et puis une deuxième liaison de type sigma. Hein. Et puis comme nous l'avons vu, l'oxygène il possède deux paires d'électrons non liants. Ça, je vous en ai fait la petite démonstration ici, mais vous le voyez aussi ici avec les représentations graphiques. La réactivité sur un groupe carbonyle va dépendre de sa capacité, de sa facilité à s'ouvrir ou à se fermer.
C'est ça qu'il faut comprendre. Lorsque vous avez cette double liaison carbone-oxygène, sachant qu'elle est polarisée et que l'oxygène a une électronégativité plus importante que le carbone, eh bien, on a cette forme de résonance, comme je vous dis, ce mésomère avec carbone positif lorsque le carbonyle s'ouvre. Et le carbone polarisé positivement, eh bien, il va être électrophile, ça veut dire qu'il va chercher il va rechercher des électrons, c'est logique, il lui manque des électrons qui ont été capturés par l'oxygène, il va chercher à les fixer, et donc lui il va réagir avec les nucléophiles, et l'oxygène au contraire, elle va être polarisée négativement, on va dire qu'elle est nucléophile, elle va avoir tendance à vouloir réagir avec des électrophiles, c'est logique, ils veulent se compléter. Cette petite notion d'acide ou de base de Lewis, ça vous n'avez pas tellement besoin de le savoir, c'est comme je vous l'avais dit une nomenclature différente. Hein, on a vu précédemment dans le cours, je ne sais plus si c'était le 2 ou le 3, ce qu'étaient les acides et les bases de Bronsted, c'est-à-dire des molécules capables de recevoir ou de donner un proton H+. Eh bien nous avons les acides de Lewis ou les bases de Lewis qui sont définies comme des molécules capables ou non de recevoir des doublets non liants. Mais là, le prof ne donne pas beaucoup d'importance à cette notion-là au programme, et je ne vous conseille pas de vous y attarder, c'est pas très grave si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Maintenant, ces formes de résonance, on peut toujours se poser la question, enfin, on est toujours paumé au début, on se dit mais comment je vais faire pour savoir est-ce que ma flèche s'ouvre à gauche, s'ouvre à droite, est-ce que mes doubles liaisons doivent aller dans ce sens-là, doivent aller dans ce sens-là, doivent aller dans l'autre sens, etc. Et il y a des manières très faciles pour savoir comment est-ce qu'on démarre une séquence de formes de résonance, puisque vous voyez qu'en général, il y a une séquence de formes de résonance successives, c'est-à-dire qu'une première forme de résonance va en déclencher des suivantes, eh bien on doit analyser la molécule et rechercher ce que sont les groupes attracteurs et les groupes donneurs. Alors quand on parle de groupes attracteurs et de groupes donneurs, on parle évidemment d'électrons. On va savoir si les groupes sont capables de donner ou de recevoir facilement des électrons. Les groupes attracteurs sont des groupes qui vont favoriser vers eux la délocalisation, ça veut dire qu'ils vont aspirer vers eux les électrons, et conceptuellement pour vous, c'est surtout les dérivés du carbonyle. Pourquoi? Parce que le carbonyle, comme dans l'exemple ici, va pouvoir s'ouvrir. En s'ouvrant, il va laisser apparaître une charge plus ici, qui va, elle, déclencher le basculement d'une première liaison et d'une deuxième double liaison. Et puis, ainsi, nous avons notre séquence qui est faite. Et puis, nous avons au contraire des groupes donneurs. Ce sont des groupes qui vont volontiers donner un doublet qui va être délocalisé. Et là, ce sont typiquement les fonctions organiques éthères. Donc, je vous rappelle, éther, c'est lorsqu'un oxygène est relié à 2 carbones. Ou bien les oxygènes chargés négativement. Donc, par exemple, au moins comme ceci. Hein. Ou bien encore les azotes. Hein, les amines, par exemple, RNH2, l'azote ayant un doublet non liant. Donc ces groupes-là, dans tous ces cas, hein, ici, là, là, ce sont des groupes ce sont des atomes qui sont riches en électrons et qui peuvent donc facilement en donner. Donc quand vous avez une forme de résonance, la première chose à faire, c'est analyser et rechercher ces groupes donneurs. Voilà, on vous les remet ici. Hein. Vous voyez ici l'oxygène très riche en électrons, l'éther également, l'azote aussi, et puis les groupes attracteurs qui ont, de par la propriété du carbonyle qu'on vient de voir, la possibilité de faire apparaître ici une charge positive. Et puis nous avons finalement le groupe nitro, vous voyez, il est positif de facto, hein, donc forcément, il va réussir forcément à attirer vers lui des électrons pour déclencher des mécanismes de résonance. Alors, un petit exemple qui est tiré du cours que vous allez avoir, c'est cette molécule-là. Hein, vous voyez, vous la verrez dans un exercice dans le cours à un moment. Bref, si on analyse cette molécule, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici qu'on a une forme, un oxygène riche en électrons, donc c'est un groupe donneur. Et puis nous avons ici un nitro, quelque chose de chargé positivement, ce qui est donc un groupe attracteur. Donc globalement, on va avoir tendance à ce que la molécule ici donne
des électrons, et puis ici, plutôt qu'au sein de la molécule, les électrons qui se trouvent dans des orbitales p soient donnés par cette partie de la molécule et reçus par cette partie de la molécule. Alors si on essaye de noter un petit peu ça différemment, on va se rendre compte que, par exemple, ici, donc on peut déjà, oui, ça c'est une petite subtilité, mais le noyau phénol peut résonner. C'est pour ça que un noyau, pardon, arène, excusez-moi, le phénol étant avec l'oxygène, mais l'arène que vous avez ici peut s'écrire pour chaque forme comme ceci. Et puis, donc ça on le mettrait entre crochets. Et ça se symbolise du coup comme cela, avec un rond au milieu. C'est la même chose. Le rond veut dire que les électrons tournent. Donc on peut faire ceci. Ensuite, vous remarquez que ici, l'oxygène peut ouvrir son carbonyle, en quelque sorte, enfin, l'équivalent du carbonyle, parce que c'est lié avec un azote, et du coup l'azote va devenir 2 fois positif, et l'oxygène peut donner son doublet non liant ici, c'est une possibilité qu'on peut avoir. Et puis on peut aussi avoir, je vais juste effacer ceci, hop, donc on peut aussi avoir, donc ça se faisait en fait comme ça, tac ici, tac là, voilà, donc ça explique comment on passe de cette forme-là à cette forme-là, d'accord? Et puis ensuite on peut aussi, comme on le voit ici, faire déplacer les électrons à l'intérieur. Ensuite, comment est-ce qu'on passe de cette forme-là à cette forme-là? C'est encore une fois en faisant tourner les électrons à l'intérieur du noyau arène. Bref, ça c'est relativement facile. Et puis ici, vous voyez, ça étant donné que c'est un groupe donneur, eh bien, il peut donner ses électrons. En donnant ces électrons ici, le carbone va recevoir une liaison de plus, donc cette liaison-là va devoir dégager. Elle va dégager où? Bien, par exemple, elle va dégager de ce côté-là. Hop. Alors, ça c'est la même chose parce que c'est symétrique. Hein. C'est... Là. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, attendez, on a perdu là. Ah, voilà. Pardon. Donc je disais que cette forme-là et celle-ci sont identiques parce que la molécule peut être retournée. Hein. Vous pouvez toujours retourner une molécule, ça reste le même objet. D'accord? Donc le groupe donneur donne ici le doublet. Ici, le carbone ne peut pas garder ce doublet puisqu'il va déjà avoir une nouvelle double liaison. Et la double liaison ici va se retrouver sur le carbone là, qui est en fait le carbone ici. Hein. Et de la même manière, vous allez pouvoir continuer le mécanisme. Chaque fois, la charge négative, vous allez pouvoir la délocaliser. Hein. Par exemple, la faire passer ici. Du coup, la charge négative ici va se retrouver sur le carbone, etc., etc., etc. Donc vous pouvez vous amuser. C'est un exercice, on va dire, les plus difficiles que vous pouvez avoir sur les formes de résonance. Le but n'est pas de... On ne va pas tellement vous poser la question si la molécule a 10, 11 ou 12 formes de résonance, non, mais vous devez comprendre pourquoi elle a des formes de résonance. Et ça, c'est expliqué par les groupes attracteurs, par les groupes donneurs. Et donc, il vous suffit d'avoir une stratégie. Je peux vous faire par exemple, vous montrer ma petite stratégie ici au sein d'un exemple que je vais dessiner. Donc, je vais reprendre pour cela la molécule telle qu'elle vous est donnée dans l'énoncé. Donc, par exemple, comme ceci. Plus. Donc moi je commence toujours par me dire qui est le groupe donneur, c'est l'oxygène, donc je bascule ici comme ceci, et ici mon doublet, ma double liaison ne peut pas rester ici parce qu'on va avoir une double liaison qui va arriver, donc elle va se retrouver sur le carbone ici. Donc je vais avoir, essayer d'écrire plus joliment, au moins, donc on va avoir ici double liaison O, ça n'a pas changé.
Par contre ici, on va avoir une charge négative ici. Hein, c'était la charge négative qu'on avait là finalement. Et puis ensuite, cette charge négative, je peux très bien la basculer ici. Du coup, cette double liaison va se retrouver sur le carbone. Donc n'oubliez pas, les flèches sont à mettre comme ça. Puis il faudrait mettre des grands crochets comme ceci pour dire que c'est tout la même molécule. Voilà. Donc je continue ma notation. Double liaison. Ici, donc on a dit qu'on allait avoir une double liaison là, une double liaison là. N, O, O moins, plus. Donc ici, on aura une charge moins là. Et ensuite, je peux continuer. Ma double liaison, elle peut, par exemple, aller ici. Et puis celle-ci peut s'ouvrir, hein, puisque c'est un groupe attracteur, cette partie-là, etc., etc., etc. Ou bien ma double liaison peut, ma charge plus négative peut aller là, et cette charge moins va se retrouver sur le carbone, etc. En gros, vous pouvez avoir plusieurs, comment est-ce qu'on pourrait dire, chemins qui vont vous amener à des formes de résonance différentes. Tant que vous avez la logique derrière, c'est identique. Hein. Donc, on ne va pas vous poser la question est-ce qu'il y a 3, 4 ou 5 formes de résonance, mais on va vous demander de comprendre les formes de résonance, pourquoi elles existent de telle ou telle forme. Donc, quelques petits exercices ici qu'on vous laissera faire. Vous voyez, ils sont expliqués relativement bien. Avec ce qu'on a vu là, je pense que vous arriverez assez facilement à les retrouver. Encore des exercices. L'important, c'est surtout que vous arriviez à comprendre pourquoi, comment est-ce qu'on passe, quelle est la flèche qu'on dessine de cette forme-là à celle-ci, de celle-ci à celle-là, etc. Donc à nouveau, si vous avez des difficultés à faire ces exercices, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez ici 7 petits exercices pour vous entraîner. Nous allons maintenant aborder ensemble le sujet des réactions chimiques en chimie organique. C'est une grosse partie du programme. Donc déjà, j'aimerais rappeler ou vous présenter quelques définitions. Tout d'abord, un nucléophile représente... Alors, quand vous ne connaissez pas les mots, essayez de les analyser. Ceux d'entre vous qui ont fait un peu de latin ou de grec, c'est l'avantage. Nucléo, c'est le noyau. Et puis phile, c'est ami qui aime. Hein. Donc l'ami du noyau, c'est une partie ou un atome, une molécule qui va être riche en électrons et qui va se lier facilement à un atome pauvre en électrons, typiquement un atome chargé positivement. Hein. Donc par exemple, l'oxygène chargé négativement, on va le voir. Électrophile, électro, je ne vous fais pas l'insulte de vous dire ce à quoi ça correspond. Phile, vous avez compris, c'est donc un atome ou une molécule qui est au contraire pauvre en électrons et qui va rechercher des électrons. Donc par exemple un carbone chargé positivement. Le catalyseur, ça c'est une notion très importante. Un catalyseur, c'est une molécule impliquée dans un mécanisme réactionnel sans être consommée. Elle intervient uniquement pour accélérer la réaction. Et là, c'est très important. Donc c'est uniquement une question de vitesse. Hein. Et la plupart du temps, c'est important de bien... Oui, c'est pas la plupart du temps, c'est important, c'est fondamental de comprendre qu'un catalyseur, s'il est utilisé durant la réaction, il va être restitué. Il faut vraiment voir le catalyseur comme un outil. Imaginez par exemple, vous voulez, je ne sais pas moi, par exemple, dévisser une vis. Alors vous pouvez très bien essayer avec votre ongle, avec vos doigts, péniblement de dévisser cette vis. Vous allez probablement au bout d'un moment y arriver, mais c'est évident que c'est beaucoup plus facile de prendre un tournevis. Donc dans la réaction qui consiste à dévisser la vis, si on image un petit peu, c'est évidemment une parabole, c'est une image. Hein, quand on dévisse la vis, eh bien l'outil, le tournevis fait office de catalyseur, puisqu'il permet d'accélérer le processus, mais il n'est pas lui-même consommé. Vous n'usez pas, vous ne détruisez pas votre tournevis en réalisant une catalyse, en utilisant le tournevis. Voici toutes les réactions que vous allez devoir connaître. Alors, ne prenez pas peur, vous allez voir qu'au bout d'un moment, déjà plusieurs de ces réactions sont similaires les unes aux autres. Pour certaines de ces réactions, vous allez devoir apprendre les mécanismes réactionnels associés, mais pas pour toutes, c'est important. Pour certaines, vous allez devoir apprendre les détails.
Ce tableau, je vous recommande de l'apprendre par cœur, sur le bout des doigts, au même titre que le tableau des pH. C'est vraiment important de connaître ces éléments-là. Donc la chose la mieux à mon avis, c'est de vous faire des petites cartes où vous mettez par exemple d'un côté le réactif et le catalyseur, de l'autre côté le produit. C'est important de comprendre que vous avez des informations par rapport à des catalyseurs, ça vous est noté, ici c'est une catalyse, ici ce n'est pas une catalyse, hein. Ici c'est le milieu, d'accord. Bref, vous avez des informations qui vous sont données qu'on reverra pour chacune de ces réactions. Vous avez aussi certaines réactions qui sont irréversibles, comme celle-ci, d'autres réactions qui sont réversibles, comme par exemple celle-ci, et d'autres réactions, vous le verrez, c'est un petit peu particulier, pour lesquelles il y a une réaction inverse. Vous voyez, dans ce sens-là, quand on passe de l'alcool primaire à l'acide carboxylique, on fait une oxydation avec le CrO3 en milieu acide. Et par contre, pour revenir de l'acide carboxylique à l'alcool primaire, on va utiliser le LiAlH4 puis le H3O+. Donc toutes ces réactions-là, vous devez les connaître. Vous devez connaître le nom des molécules, vous devez pouvoir reconnaître la molécule, vous devez pouvoir savoir quel est le milieu, quel est le catalyseur, etc. qui est utilisé, si c'est une réaction irréversible ou non. Tout cela, ce sont des choses que vous allez devoir connaître. Alors durant ce petit cours de pré-rentrée de chimie organique, on ne va pas s'amuser évidemment à regarder toutes les réactions, mais on va s'arrêter sur quelques-unes d'entre elles. Tout d'abord, 2 mots sur ce qu'est un mécanisme réactionnel. Un mécanisme réactionnel, ça permet de comprendre comment est produit, comment et pourquoi une réaction se produit. Donc en fait, on développe une réaction en une série d'événements moléculaires, hein, qui vont être une addition, une substitution, une élimination, etc. Donc des événements moléculaires sur chaque molécule. Et chaque étape va être symbolisée par une double flèche, hein. Souvent, on met une flèche plus grande que l'autre pour signifier quelle partie est la plus favorisée. Et chaque flèche, donc ces flèches-là, hein, qu'on a en bleu ou en rouge, symbolise un déplacement d'électrons, hein. Donc par exemple ici, vous avez un carbonyle qui va s'ouvrir, hein, le carbonyle ici va s'ouvrir. Vous allez avoir donc ici, comme vous le savez, une charge moins qui va apparaître et ici une charge plus qui va apparaître. Vous allez ensuite avoir un nucléophile qui est en l'occurrence OH-, qui va venir utiliser 2 de ces électrons pour se fixer sur le carbone, c'est ce qu'on appelle une attaque nucléophile. On va obtenir ce qu'on appelle un intermédiaire réactionnel, hein, c'est cette molécule-là qui est une molécule qui existe mais qui n'est pas stable. Vous voyez qu'elle est également mise entre crochets. Vous allez avoir ensuite cet oxygène qui va utiliser un de ces 3 doublets libres pour venir capturer un H+ à une molécule d'eau. La molécule d'eau va libérer le H+, et nous allons donc obtenir cette molécule. Alors vous allez me dire, mon Dieu, comment est-ce que je peux savoir que c'est ce doublet-là et pas ce doublet-là qui attaque? Comment je peux savoir que c'est ce doublet-là et pas celui-ci qui réagit? La réponse, elle est simple. En chimie organique, on ne vous demande pas si quelque chose se produit uniquement, ou non. On vous demande si quelque chose est possible et on vous demande d'ignorer le reste, en quelque sorte. On ne s'intéresse pas à l'aspect quantitatif, on s'intéresse uniquement à l'aspect qualitatif, c'est-à-dire est-ce que c'est possible. Je vous donne un exemple. On vous donne une recette ou une carte, ou plutôt des instructions, pour vous déplacer de Genève à Lausanne, par exemple. Alors il est évident qu'on va peut-être vous dire, ok, roulez depuis Champel jusqu'à Rives. À Rives, prenez le pont du Mont Blanc. Quand vous êtes sur le tunnel du Mont Blanc, vous sortez à droite sur le quai, vous passez devant les grands hôtels, vous arrivez à la Perle du Lac, vous continuez en longeant les nations, vous arrivez sur l'autoroute, etc., etc., etc. Mais vous êtes tout à fait d'accord avec moi que vous avez d'autres possibilités quand vous êtes sur cette route. Vous pouvez très bien aller à Carouge, vous pouvez très bien aller à la gare. C'est toutes des possibilités qui existent, simplement
vous cherchez à donner à votre interlocuteur les instructions, les possibilités pour vous rendre d'un point A à un point B. Eh bien, c'est exactement la même chose en chimie organique. On ne vous demande pas toutes les possibilités, on vous demande de montrer une possibilité qui est correcte selon les règles ou les conventions qu'on a définies en chimie. Et donc, vous ne devez en fait pas du tout vous casser la tête si cet électron-là pourrait réagir ou si un des doublets ici pourrait réagir. C'est probablement vrai, mais ça ne nous intéresse pas ici. Ici, on s'intéresse juste, est-ce que cette réaction est possible? Et en l'occurrence, oui, elle est possible. Pourquoi? Elle est possible parce que j'ai mon carbonyle qui peut s'ouvrir, qui va laisser apparaître une charge positive ici. Ensuite, l'étape suivante est possible parce que j'ai du OH- qui possède 3 doublets non liants, donc qui est riche en électrons, donc qui peut venir se fixer là-dessus. Et donc, comme ça, vous expliquez uniquement pourquoi ce chemin réactionnel est possible, tout en gardant en tête, évidemment, qu'il existe d'autres possibilités, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse dans ces cas de figure. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et si vous arrivez à comprendre ça, ça va vous faciliter votre apprentissage. Alors commençons par une petite réaction qui est l'addition d'eau sur le carbonyle. Donc si on revient à notre tableau des réactions, c'est en fait cette équation-là qu'on va maintenant regarder. Donc on en a sélectionné quelques-unes dans votre liste et puis je vais vous les présenter. Donc vous avez ici un carbonyle. Alors à noter que ce carbonyle ici peut soit être une cétone, hein, donc je vous rappelle une cétone, c'est lorsque vous avez R', double liaison oxygène, ou bien un acétal, une acétale, un ou une acétale, c'est égal. Donc vous auriez par exemple une acétale comme ça. Donc dans les deux cas, vous avez un groupe carbonyle, donc dans les deux cas, cette réaction est possible. Comment est-ce qu'elle est possible? Eh bien, on part souvent du même début, c'est l'ouverture du carbonyle. Donc en ouvrant, hein, vous avez la forme de résonance qui existe, on peut l'écrire comme ceci, au moins plus. Voilà, on a donc ici deux formes de résonance. Vous avez ensuite le doublet non liant qui peut venir attaquer sur le carbone ici qui va être chargé positivement. Une fois que cette attaque ici a été faite par le doublet, ça veut donc dire que cet atome d'oxygène est maintenant relié au carbone ici. Et ça, on le voit très bien, hein. Ce carbone ici correspond à ce carbone-là, et on voit bien qu'il est maintenant relié, hein, cette liaison-là correspond à cette attaque-là, hein, en quelque sorte. Et donc maintenant, en conséquence, si je détaille un petit peu plus, j'ai ici mon oxygène qui n'a plus qu'un doublet libre, hein, puisque le deuxième a été utilisé pour faire cette liaison. L'oxygène se retrouve donc chargé positivement. En conséquence, l'oxygène va, on va peut-être mettre une autre couleur, va récupérer les électrons de cette liaison. En d'autres termes, il va tirer sur cette liaison, prendre les électrons que pour lui, ce qui veut dire que l'hydrogène qui se trouve là n'aura plus de liaison, plus d'électrons en commun avec l'oxygène. Il se retrouvera donc par conséquence libre et il pourra être capté par l'oxygène qui a une charge négative. Hein, c'est toujours le même principe, c'est toujours le moins qui va vers le plus. Et donc, on va se retrouver avec un carbone, un oxygène, un hydrogène. Cette liaison-là est donc détruite, elle permet à l'oxygène de redevenir neutre, puisque l'oxygène va donc avoir ici deux doublets à nouveau. Et puis vous allez avoir cet oxygène-là qui était chargé négativement, qui va venir capter l'hydrogène H+, qui va être libéré, et qui va se retrouver OH. Donc vous voyez, ça c'est typiquement la complexité d'un mécanisme réactionnel. Alors quand je dis complexité, c'est quelque chose qui est finalement relativement facile, hein, avec des guillemets, puisque si vous comprenez la séquence, c'est assez facile de la reproduire. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que vous avez dans votre mécanisme réactionnel, hein, de l'énergie entre les réactifs et les produits, ce qui va déterminer en partie la spontanéité, hein, comme vous le savez avec l'enthalpie, l'entropie, etc. Et puis vous allez avoir des étapes, hein, symbolisées par ici ce petit creux,
qui correspond à un intermédiaire réactionnel. Ça, c'est l'intermédiaire réactionnel. On pourrait le noter ici avec un petit crochet. D'accord? Ça, donc, c'est un intermédiaire réactionnel. Et puis, les états de transition, qu'est-ce que c'est? Les états de transition, en fait, c'est une manière de représenter les flèches. Les états de transition sont des vues de l'esprit. Ce ne sont pas des molécules qui existent. Ce sont des vues de l'esprit qui vous permettent d'expliquer un peu plus en particulier ce qui se fait. Donc, en général, un état de transition, si je vous en décide un, vous n'allez pas être vous n'allez pas être trop interrogé là-dessus, hein. Mais un état de transition, par exemple, ce serait ça. D'accord? Ça serait ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir une liaison qui se défait, qui se déforme, et une liaison qui se forme, hein. Et ça, c'est le premier état de transition, donc qui correspond à cette partie-là. Et le deuxième état de transition, vous pouvez facilement le représenter. Simplement, ça serait cette liaison-là en trétillé, et puis une liaison entre lui et lui en trétillé, hein. Mais à nouveau, en chimie organique, votre prof ne met pas beaucoup d'importance à ces états de transition. Il y en a certains qui va vous demander d'apprendre, vous le verrez dans les exercices, mais c'est quand même extrêmement rare et à mon avis, c'est pas là à nouveau, il faut mettre beaucoup d'importance. Regardons un petit peu ce que c'est que la catalyse. Donc la catalyse, comme je vous ai expliqué, une catalyse, c'est une manière d'accélérer la réaction sans changer les équilibres, hein. C'est uniquement la vitesse qui est changée. Et la particularité, c'est qu'à un moment, on investit un catalyseur et à un moment, on restitue le catalyseur. Donc comment est-ce que ça se passe? Eh bien, vous allez avoir, comme toujours, le carbonyle qui s'ouvre, montrant ici un carbone positif. Donc on pourrait très bien à nouveau noter la forme de résonance pour expliquer comment est-ce qu'on arrive à ceci. Donc l'autre petite chose à bien retenir, c'est que les formes de résonance, toujours un moyen pour vous de vous retrouver. Si vous ne savez pas quoi faire, décrivez les formes de résonance d'une molécule, vous allez mettre en évidence des petits indices qui vont vous dire ce qui est possible. Donc ensuite ici, la chargement du OH- va venir attaquer sur ce centre d'attaque nucléophile, hein, sur ce centre électrophile. Et donc, on va avoir notre intermédiaire réactionnel, comme on l'a ici. Et puis ensuite, la seule chose qui se passe, c'est on a donc de l'oxygène qui va venir, on rajoute plutôt de l'eau à ce moment-là, ça fait partie du mécanisme, de la recette. Et puis, le OH- va pouvoir... non, excusez-moi, c'est une bêtise. Hop, excusez-moi, c'est simplement le O- ici qui va venir capturer le H+ d'une molécule d'eau, de telle sorte on va pouvoir libérer le OH-, ce qui restitue le catalyseur, et on obtient bien notre fonction hydrate ou diol, hein, parce qu'il y a deux alcools, deux ol, hein. Donc voilà un exemple de catalyse. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que c'est plus rapide que la première version? Tout simplement parce que le OH- est un nucléophile ionique, donc qui a plus d'électrons que l'eau, hein. Si vous comparez ici, l'oxygène a 2 doublets non liants, hein. Le OH-, lui, il a 3 doublets non liants, hein, puisque OH-, ça serait HO, donc un doublet, 2 doublets, 3 doublets, avec une charge de -1. Donc vous comprenez bien que ce nucléophile est plus puissant car il possède plus d'électrons que l'eau, et c'est pour cela que l'attaque est plus forte, plus puissante, et que la réaction est plus rapide. Vous allez voir que certaines réactions sont possibles avec plusieurs catalyseurs, et cette même réaction qu'on a présentée est possible avec la catalyse acide. Alors, là, l'idée est un petit peu différente. L'idée est de bloquer le carbonyle en position ouverte. Il faut vous imaginer que le carbonyle, c'est comme un clapet qui s'ouvre et qui se ferme constamment, qui oscille entre une position fermée comme ceci et ouverte comme cela. Et donc, si vous avez la possibilité si vous voulez fixer quelque chose là-dessus, vous allez devoir, en quelque sorte, c'est comme si vous tiriez aux fléchettes sur ce carbone positif,
vous allez pouvoir tirer dessus que quand le carbonyle est ouvert, que quand le clapet est ouvert. Et donc une manière de faciliter la réaction, soit c'est de prendre une fléchette plus puissante pour vous fixer dessus, c'est ce qu'on a vu avec le OH-, soit vous allez essayer de bloquer le clapet en position ouverte, de telle manière à avoir plus de facilité à venir vous fixer sur le centre positif. Et c'est à ça que sert le H+, la catalyse acide. Pourquoi? Parce que ce doublet, il va venir finalement capter le H+, et donc bloquer en position ouverte le carbonyle. On identifie donc notre charge plus ici qui est toujours présente, et maintenant c'est le doublet non liant de l'oxygène qui peut venir s'y fixer, et puis on n'a plus qu'à restituer un H+, hein. Donc il y a un des deux hydrogènes ici qui est libéré par cette partie-là de la molécule. On restitue donc le catalyseur H+, et on obtient bien notre molécule. Maintenant, vous allez voir qu'il existe, des réactions très similaires à celle-ci, notamment l'addition d'un alcool sur un carbonyle. Donc, si on revient juste brièvement sur la liste de nos réactions, on vient de voir ensemble cette partie-là, hein. On a vu ensemble cette réaction-là. Et puis maintenant, l'idée, c'est qu'on regarde ensemble cette réaction-là. Alors, le principe est, comme vous allez le voir, un peu le même. On n'a pas besoin de catalyseur, mais on peut utiliser une catalyse H+. C'est comme l'hydratation, hein. On peut, mais on n'a pas l'obligation. Donc le principe est le même, on ouvre le carbonyle, ensuite on a ici le nucléophile qui va venir attaquer et se fixer. On obtient un intermédiaire réactionnel. Cet intermédiaire réactionnel, ici l'oxygène pour redevenir neutre va prendre les électrons de sa liaison avec l'hydrogène. L'hydrogène va se retrouver seul et tout content, l'oxygène va pouvoir le capturer de telle sorte à lui aussi redevenir neutre. Et donc on se rend compte qu'on obtient la fonction hémiacétale. Ça, c'est un hémiacétal. Donc l'alcool additionné peut être primaire, secondaire ou tertiaire, c'est logique. Ça vous reverrez ce que c'est qu'un alcool primaire, secondaire ou tertiaire. Bon, je peux vous le montrer. Un alcool primaire, c'est un alcool qui possède au moins 2 hydrogènes. Un alcool secondaire, c'est un alcool qui possède, dont le carbone qu'il porte, pardon, je me suis mal exprimé, possède un hydrogène. Et un alcool tertiaire, c'est un alcool qui ne possède, dont le carbone qui porte la fonction alcool ne porte aucun hydrogène. Donc ça c'est primaire, secondaire, tertiaire. D'accord ? Ce qui est important de comprendre, c'est que vous passez d'un carbone qui est sp2, lui est sp2, on peut mettre ça en vert, lui est sp2, et lui va être sp3. C'est pour ça qu'ici on utilise ces petites notations, parce qu'on va créer, on peut créer des formes différentes. Donc en l'occurrence, dans ce cas particulier, ce seront des énantiomères, mais on pourrait aussi très bien avoir des diastéréoisomères, parce qu'ils ils ne seront pas forcément images dans le miroir, mais vous voyez que ce carbone-là, il a sa configuration inversée entre ces deux molécules, donc ce sont des molécules différentes, et cela vient du fait que l'attaque, cette attaque-là, peut venir se faire par-dessus ou par-dessous le plan du carbonyle, et donc forcément impliquer que soit le OH ou le OR va se retrouver sur le plan du dessus ou sur le plan du dessous. On va maintenant regarder une réaction qui est fréquemment difficile pour les étudiants de première année, mais qui en réalité n'est pas plus compliquée que celle que vous venez de voir. En réalité, cette réaction qui consiste à faire former un cycle à partir d'un sucre est la même réaction que celle que vous avez précédemment vue,
c'est-à-dire la formation d'un hémiacétal, hein, cette réaction-là. Simplement, on va la faire à l'intérieur d'une même molécule. Donc là, l'idée, c'est comment cycliser un sucre. Vous verrez que ces molécules-là s'appellent des sucres en pyranose. Hein. Pyranose, c'est ces cyclohexanes, ce type-là de cyclohexane, enfin, cyclohexane avec un hémiacétal à l'intérieur. Vous allez devoir d'abord réorganiser le sucre, puis le réécrire, le redessiner d'une certaine manière, et puis faire le mécanisme réactionnel pour trouver la méthode. Donc en gros, pour cycliser un sucre en pyranose, donc c'est-à-dire ça va être un cycle, ici ça va donc être un cycle à 6 éléments. Hein, vous voyez ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments en l'occurrence. La première étape va être de numéroter jusqu'à 6 les carbones en partant de l'acétone ou de l'aldéhyde. Donc on part d'ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et le sixième, ça doit être un OH. Le dernier élément doit être un OH. Donc ça doit être lui. Donc lui, c'est le sixième. Ensuite, je vais mettre les numéros verticalement. Donc ce que vous n'avez pas vu, mais que vous verrez, c'est que dans les projections de Fischer, on a le droit de tourner, mais uniquement les extrémités. Ça veut dire que je peux permuter les 3 éléments de mon extrémité ici librement, une fois, 2 fois, dans un sens ou dans l'autre. Donc quand je les permute, un élément vient là, celui-ci vient là, et celui-ci vient là. Maintenant, j'ai bel et bien 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai ça, je vais courber la projection de Fischer, et là je vous recommande d'apprendre par cœur cette forme-là. Alors, juste, voilà, on va mettre comme ça. Ça, vous devez apprendre par cœur. Cette petite écriture-là, ce petit dessin, ça va vous aider. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez simplement vous aider de cette représentation-là pour mettre les substituants dans le sens où vous voulez. Alors simplement, vous allez regarder si quand vous courbez la molécule vers le bas, les substituants vont vers le haut ou vers le bas. C'est tout simplement ça que vous allez faire. Donc, une fois que vous basculez comme un domino la molécule, hein, celle-ci, hein, imaginons celle-ci, vous la basculez maintenant comme ceci, donc vous auriez OH et puis vos substituants. Tac. Eh bien, vous allez vous retrouver avec OH ici, OH, OH, et puis donc CH2OH. Et puis ensuite, par rapport à ça, vous allez les noter sur cette partie-là. Donc le 1, bah, il est là. Ici, on avait un petit hydrogène. Ici, en 2, je vois qu'en 2, le OH, bah, il va vers le bas. Hein, donc je peux le noter comme ceci, OH. En 3, je vois que le OH, pareil, il va vers le bas. Hein, ici, il va vers le bas. Donc je le note comme ceci, OH. Le 4, pareil, il va vers le bas. Et le 5, on va le mettre comme ça, CH2OH, il va vers le bas aussi. Une fois que j'ai fait ça, j'obtiens bel et bien mon petit dessin ici. Je vais écrire le mécanisme réactionnel. Donc j'ai un doublet ici qui va venir attaquer le carbonyle qui s'ouvre. Hein. J'ai mon doublet ici qui attaque le carbonyle qui vient de s'ouvrir. Hein, donc c'est la même réaction que la précédente, hein, je vous rappelle, c'est ce qu'on avait vu ici. Hein, c'est cette étape-là. Donc, nous allons avoir formation de cette liaison-là. L'oxygène va se retrouver positif. Pourquoi? Parce qu'il vient de perdre un électron et qu'il est toujours relié à l'hydrogène. L'oxygène ici, au contraire, va être chargé négativement parce qu'il a gagné les liaisons de cette double liaison qui s'est ouverte. Et puis, dernière étape, on va libérer l'hydrogène. Donc, cette double liaison va être capturée par l'oxygène, qui est plus électronégatif. Et cet oxygène chargé négativement va venir capturer le H de telle sorte qu'on obtienne cette molécule-là. D'accord? Et dans ce cas-là, on n'obtient pas 2 énantiomères. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs carbones asymétriques. Nous avons un carbone asymétrique ici, nous en avons un là, un là, un là et un là. Donc, seulement ce carbone asymétrique peut être R ou S, les autres ne changent pas
de configuration absolue durant le mécanisme. Et donc, un mélange racémique, par définition, c'est un mélange 50-50 de deux énantiomères. Ici, nous n'allons pas avoir deux énantiomères, nous allons avoir un mélange de deux diastéréoisomères. Tout simplement. Voilà pour cette notion-là, sachant que c'est une des notions les plus difficiles du programme. Hein, donc c'est normal si au début c'est un petit peu compliqué pour vous. N'hésitez pas à nouveau, comme d'habitude, à revenir vers moi, à me poser des questions sur WhatsApp ou par mail pour qu'on puisse revoir ça ensemble. Donc on va faire un petit exercice ici ensemble. On va dessiner les deux formes de Haworth. Ah oui, alors peut-être, juste par définition, ça s'appelle une forme de Haworth. Cette manière de montrer un sucre, c'est ce qu'on appelle une forme de Haworth. Donc on va juste s'entraîner à le faire pour ce sucre-là. Donc souvenez-vous, la première étape, ça va être de... Alors on va peut-être juste... Je vais essayer juste de faire quelque chose. Alors... Voilà, super. Ok, on va faire la projection de cette molécule, enfin mettre ça en forme de Haworth. Donc première étape, on va numéroter la molécule pour obtenir une chaîne de 6 éléments en terminant par un OH. Donc là on a 1, là on a 2, là on a 3, là on a 4, là on a 5, et le 6e élément doit être un OH, donc c'est celui-ci. Ensuite, je dois permuter l'extrémité. C'est pas toujours obligatoire, hein, parfois il n'y a pas besoin de le faire, mais c'est permuter l'extrémité pour que ce OH se retrouve au bout. Donc lui il va venir là, lui il va venir là, et lui il va venir à la place du OH. Donc pour le moment, c'est la même molécule que je redessine d'une autre manière pour que ça soit plus facile. Donc j'aurai 4 étages, 1, 2, 3, 4. Et donc j'aurai toujours mon H ici, toujours mon H là, toujours mon OH ici, H, OH, OH. Et puis ici, je vais me retrouver avec un OH en bas, un CH2OH ici, et puis un H là. Et donc vous voyez que j'ai bel et bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je dessine cette forme un peu bizarre que je vous demande d'apprendre par cœur. Comme ceci. Et sur cette base-là, je vais rajouter, je vais imaginer que cette forme-là, je l'ai couchée. Donc je pourrais le mettre ici. Hein. Voilà, donc étant donné que je l'ai couché comme un domino, j'aurai H, H, OH, H, CH2OH, H, OH, H. Et puis je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour chacun, je vais le reprendre et l'exprimer. Donc en 2, là, j'ai mal noté, en l'occurrence ici c'était un OH, voilà. Donc en 2, le OH est vers le haut, donc je vais mettre OH ici. En 3, le OH est vers le haut. En 4, le OH est vers le bas. Et en 5, le CH2OH est vers le haut, donc je peux le mettre comme ça. CH2, hein. Ça c'est comme un CH2 ici, OH. Ensuite, je vais faire l'attaque. Donc l'attaque correspond à quoi? On va la mettre en verte. C'est ouverture du carbonyle et l'un des deux doublets de l'oxygène vient attaquer sur ce carbone devenu positif. Donc là, c'est une réaction. Donc maintenant, je peux cycliser mon... Voilà, j'aurai au moins ici j'aurai un oxygène qui sera chargé positivement. Ici, lui, sera chargé négativement comme on l'a vu. Et puis, comme l'attaque, elle peut être faite soit par-dessus, soit par-dessous le plan, hein, je vais avoir, en fait, si vous voulez, les deux possibilités. C'est pour ça que je vais noter que
je vais noter que ces deux substituants peuvent être permutés, soit l'un dessous, soit l'un dessus. Donc le reste de la molécule, ben, on va la noter telle qu'elle. Donc on avait ici un OH, on avait ici un OH, on avait ici un OH comme ça, et puis on avait ici un CH2OH. On peut maintenant dessiner beaucoup plus joliment la forme de Haworth, hein, comme ça. Et puis dernière étape, on va restituer, c'est-à-dire que ici l'oxygène va récupérer, on va faire ça en couleur, un peu plus joliment. L'oxygène va récupérer des électrons pour redevenir neutre. Ici l'oxygène capture l'hydrogène. Et puis j'obtiens bien OH, H, OH, 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 CH2OH. Je l'écris un peu plus joliment pour qu'elle soit une belle forme de Haworth. Et donc ça, c'est deux ce qu'on appelle anomères, vous allez voir, hein, deux anomères. Donc deux. Et ces deux anomères, c'est une fois avec le OH en haut, et puis l'autre avec le OH en bas. Comme ceci. Alors lequel est celui qui prédomine? Pour savoir lequel de ces deux anomères prédomine, vous devriez dessiner les formes chaises de chacun. Donc vous devriez avoir 4 formes chaises. Vous devriez trouver laquelle parmi ces 4 formes chaises est la plus stable. Et c'est l'anomère, donc l'une de ces deux molécules qui est associée à la forme chaise la plus stable, qui serait l'anomère prédominant. Mais ça, c'est un petit peu plus poussé. Vous aurez tout le temps de le voir plus tard dans le cours. On terminera rapidement en présentant 2-3 notions d'oxydoréduction en chimie organique. Donc, comme vous le savez, l'oxydoréduction, c'est un ensemble de réactions qui visent à des échanges d'électrons. En chimie inorganique, on s'intéresse aux composés et aux liaisons ioniques, tandis qu'en chimie organique, on a des liaisons qui sont covalentes. Hein, ça, on l'a vu. C'est ce qu'on a vu, c'est les liaisons qui sont polarisées. Hein. Donc l'état d'oxydation d'un atome est défini par son nombre d'oxydation. Pour le savoir, bah, vous avez la possibilité de dessiner la molécule et de regarder comment est polarisée la liaison. Hein. Entre le carbone et l'hydrogène, le carbone a une plus grande électronégativité, donc vous allez mettre un petit delta- ici. Delta- ici et delta- ici. J'en mets 3 parce qu'il y a 3 hydrogènes. Par contre, entre le carbone et le carbone, c'est une liaison covalente pure. Le partage est complètement symétrique et donc il n'y a pas de charge partielle. Donc vous voyez que ici, le nombre d'oxydation du carbone est moins 3. Pour l'hydrogène, c'est plus 1. Pareil ici. Hein, ici, vous voyez que le carbone est relié à un hydrogène, delta-, donc 2 delta-, moins 2. Parce que ici, l'hydrogène, enfin entre deux carbones, les électrons sont partagés de manière complètement équitable. Et donc ici, pour les triples liaisons, bah, c'est le même principe. Hein, le carbone étant relié à un seul hydrogène, il y aura un seul delta-, donc le numéro atomique c'est moins 1. Hein, et puis entre le carbone, les triples liaisons sont complètement symétriques. Hein, il n'y en a pas un qui tire la couverture par rapport à l'autre. Et donc ça explique pourquoi le carbone va avoir moins 3, moins 2 et moins 1 selon ce à quoi il est lié. Sachant que tous les carbones sp3 ne sont pas forcément moins 3, tous les carbones sp2 ne sont pas forcément moins 2. Hein. Donc forcément, vous le savez, plus le nombre d'oxydations est élevé, plus l'espèce chimique, enfin plus l'atome est oxydé. Hein. Et donc vous allez avoir typiquement ici, si vous passez d'une simple liaison à une double liaison, bah, vous voyez que le nombre d'oxydations va augmenter, hein, il va gagner, il va avoir plus 1, donc c'est bien une oxydation. Et au contraire, si on transforme une double liaison en une simple liaison, c'est une réduction. Et c'est de la même manière vrai pour les composés de l'alcool. Hein.
Donc ici vous avez un alcool, vous pouvez faire les mêmes petits principes entre le carbone et l'oxygène. L'oxygène est plus électronégatif. Donc ici vous auriez un petit delta moins, ici vous auriez un petit delta plus. Entre le carbone et l'hydrogène, vous auriez un petit delta moins. Donc delta moins, delta moins, delta moins. Donc ici, vous vous retrouveriez avec 3 delta moins et 1 delta plus. Donc, si vous faites la somme, ben vous avez deux charges partielles, deux petites charges, donc moins 2. Hein. Donc vous pouvez facilement retrouver les nombres d'oxydation et vous vous rendez compte que quand on transforme un alcool en une cétone, eh bien c'est une oxydation, et quand on transforme une cétone en un acide carboxylique, c'est une oxydation également, parce qu'on s'intéresse à l'atome de carbone. La réduction, bah, c'est l'inverse, hein. Je vous laisse faire enfin, c'est l'inverse. C'est pas l'inverse en termes de mécanisme réactionnel, c'est ça qui est important. Hein. C'est l'inverse dans le sens conceptuellement, mais ce n'est pas la même réaction. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste changer l'équilibre d'une réaction, non, vous allez utiliser un d'autres réactifs pour faire la réduction que pour faire l'oxydation. Alors on va voir quelques exemples. Ici vous avez un alcool. Hein. Vous allez l'oxyder. Alors là, il ne faut pas connaître le mécanisme réactionnel, ça c'est très bien. Hein. Pas de mécanisme réactionnel à connaître. Donc vous avez un alcool, vous allez utiliser un oxydant, vous allez obtenir une aldéhyde, si c'est un alcool primaire, ça c'est important, hein, alcool primaire, en l'occurrence ici, ça donne aldéhyde, et ça donne acide carboxylique. Maintenant, les oxydants que vous allez utiliser Na2CR2O7 ou CrO3-, ce sont des oxydants équivalents, et vous allez dans tous les cas avoir besoin d'un milieu acide et aqueux, donc vous allez utiliser du H3O+. Et ce n'est pas une catalyse parce que vous allez utiliser une molécule d'eau pour passer de l'alcool à l'acide carboxylique. Vous voyez que vous avez rajouté une molécule d'eau sur une molécule d'oxygène sur la molécule. Donc ce n'est pas une catalyse ici, hein. Ça c'est important, ce n'est pas une catalyse. Alors, on peut maintenant aussi s'arrêter à l'aldéhyde, c'est-à-dire, le problème ici, c'est que l'oxydant, c'est le même ici et là. Donc, dès le moment où vous mettez l'alcool en présence de ces oxydants, bah, il va se transformer en acide carboxylique. Vous n'arrivez pas à vous arrêter à cette étape intermédiaire. Sauf si vous utilisez un autre oxydant. C'est un oxydant qui ne fonctionne pas en solution aqueuse. Souvenez-vous, vous avez besoin d'une molécule d'eau pour oxyder l'aldéhyde en acide carboxylique. C'est cet atome ici, en l'occurrence, dont vous aurez besoin. Vous allez avoir besoin de rajouter un oxygène. Et si vous voulez, le PCC, c'est un autre oxydant qui est sans solution aqueuse, ce qui veut dire que vous allez pouvoir vous arrêter à l'aldéhyde. Vous n'allez pas réussir à transformer ça en un acide carboxylique, comme c'était le cas avant. Car puisqu'il n'est pas aqueux. Hein, il n'y a pas d'eau, vous n'avez pas d'oxygène à disposition pour le rajouter ici. La réduction d'un aldéhyde ou d'un acide carboxylique se fait avec d'autres molécules. Comme je vous ai dit, ce n'est pas la réaction inverse dans le sens un chemin réactionnel identique, mais juste dans l'autre sens. Mais vous devez utiliser d'autres molécules. Donc vous voyez qu'on a ici, pour passer de l'acide carboxylique à l'aldéhyde, vous allez devoir utiliser un réducteur. Hein, ce sont des réducteurs. Un réducteur qui est puissant ici. Et puis ensuite, vous allez pouvoir utiliser n'importe quel réducteur puisque cette réaction est plus facile que celle-ci. C'est logique. Là, vous devez vraiment faire partir un OH- de la molécule, tandis qu'ici, vous devez juste entre guillemets,
ouvrir le carbonyle et venir le bloquer avec un hydrogène. Alors l'explication, vous n'avez pas besoin de connaître le mécanisme réactionnel en tant que tel, mais conceptuellement, vous devez bien vous dire qu'en fait, vous allez avoir des H- qui vont venir attaquer ici, hein, ou là d'ailleurs, hein, quand ça va s'ouvrir, et puis vous avez des H+ qui vont permettre de fixer l'hydrogène sur l'oxygène. Mais à nouveau, le mécanisme réactionnel n'est pas à connaître. La cétone peut être réduite, comme vous le voyez, on utilise n'importe lequel de ces réducteurs, et puis on remplace finalement simplement le groupe carbonyle par un alcool simple, un alcool secondaire en l'occurrence ici. Donc ça va être un alcool secondaire. Non pas primaire comme avec l'aldéhyde, mais secondaire. Et puis, dernier petit exemple, c'est l'hydrogénation des alcènes. Vous allez utiliser H2 plus un catalyseur pour transformer un alcène en un alcane. Et puis, vous voyez, on vous dit, on change le type de molécule, on change les angles, on rajoute un hydrogène sur les carbones. Et pourquoi faut-il utiliser un catalyseur? C'est tout simplement parce que la réaction n'est pas rapide, n'est pas favorable sinon. Et donc c'est pour vraiment l'accélérer pour qu'elle ait plus facilement lieu. Donc c'est la réduction d'un alcène en un alcane. Là, vous avez vraiment très peu de choses à connaître. Il y a vraiment peu d'exercices là-dessus. Il faut juste que vous sachiez qu'il est possible de transformer un alcène en un alcane avec H2 plus catalyseur. Alors quelques petits exercices, on va en faire quelques-uns. Donc on va copier. Hop là. On va copier, par exemple, ces trois-là. Et donc, qu'est-ce qu'on vous demandait? On vous demandait de faire une réaction avec H2 et catalyseur. Donc, on va déjà regarder ça. Alors, H2 et catalyseur, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut, si on se rappelle un petit peu, il peut détruire ou transformer un alcène en un alcane. Alors, attention, sauf l'arène. L'arène, il ne peut pas le faire. Donc, l'arène, on n'arrive pas à transformer avec H2 catalyseur. Donc regardons un petit peu. Si ici, on prend H2 et catalyseur, qu'est-ce qu'on va obtenir? La même molécule, il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que ça, c'est une arène, donc ça ne va pas changer. Et ça, c'est une aldéhyde, ça ne va pas changer non plus. Ici, avec H2 plus catalyseur, ça et ça, ce sont des alcènes qui ne sont pas aromatiques, qui ne sont pas des arènes. Donc là, ça va devenir des alcanes, tout simplement. Et puis pour cette dernière, vous avez ici effectivement une alcène. Donc là, même chose, vous allez obtenir, l'arène ne va pas être transformée par H2 plus catalyseur. Par contre, ici, vous allez pouvoir, donc comme on a dit, dans cette slide, vous allez pouvoir réduire l'alcène en alcane. Alors on va continuer avec les mêmes exercices. On va peut-être en reprendre 3. Alors maintenant on va faire avec LiALH4 et H+. Alors LiALH4 et H+, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut réduire les... Alors on va le regarder, on va se rappeler un petit peu ce qu'on peut faire. On peut réduire un acide carboxylique en alcool primaire, ou bien on peut réduire une cétone en alcool secondaire. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a ici une aldéhyde. Donc on se trouve en fait dans cette situation-là. On est déjà là, on est déjà ici. Donc en fait on va transformer cette aldéhyde en un alcool primaire.
ok. L'arène ne va pas changer puisque les alcènes, qu'ils soient aromatiques ou non, ne vont pas être changés. Voilà. Ok. Donc ça, c'est bel et bien un alcool primaire. Donc ça, c'est LiAlH4 en premier, et puis ensuite H+. Deuxième, ici, même type de réactif, on a également une aldéhyde. Donc on va pouvoir la transformer. Le reste de la molécule, notamment les alcènes, ne vont pas changer. Tout simplement comme ça. Et puis la dernière ne va pas changer parce que nous n'avons tout simplement pas de, comment est-ce qu'on appelle ça, de fonction aldéhyde, acide carboxylique ou cétone. Et puis terminons avec PCC. Alors pour PCC, on va peut-être en prendre quelques-uns d'autres. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour PCC? Les exemples ne sont pas excellents, on va peut-être en faire des autres nous-mêmes. Alors on va peut-être prendre par exemple, je vais les dessiner moi-même. Comme ça, on va faire comme ça, et puis on va peut-être faire comme ça. Donc là, les trois, qu'est-ce qu'ils vont devenir avec le PCC? Le PCC, souvenons-nous, c'est un oxydant qui fonctionne dans des conditions non aqueuses. Hein. Donc on peut transformer un alcool primaire, ou d'ailleurs un alcool secondaire, ça marche aussi, hein, en une cétone ou un aldéhyde, mais on ne peut pas aller au-delà, on ne peut pas rajouter des atomes d'oxygène sur ce carbone, donc on ne peut pas former d'acide carboxylique. Donc, si on reprend nos exemples, ici on a un alcool qui est secondaire, hein, parce qu'il a deux substituants qui sont non hydrogènes. Donc lui, avec le PCC, eh bien, on va obtenir une cétone, tout simplement. Ici, on a un alcool qui est tertiaire, hein, puisqu'il a trois substituants qui sont non hydrogènes. Et donc là, on ne va pas réussir à faire de réaction. Hein. Ça va rester le même produit parce qu'on ne peut pas faire de réaction d'oxydation sur un alcool tertiaire. Et puis ici, on voit qu'on a une alcène, une arène, donc quelque chose d'aromatique. Vous verrez ce que ça veut dire aromatique plus tard. Et l'alcool qui est un alcool ici secondaire. Donc ça marche. Je vais réussir avec le PCC à transformer ça en une cétone, tout simplement. Voilà. Donc on arrive au terme de ce petit cours de préparation pour la chimie organique. On a vu énormément de choses. C'est normal si vous avez... s'il y a certaines choses que vous n'avez pas compris, je devais quand même aller relativement vite. L'objectif, c'est que vous ayez un petit survol. Comme ça, déjà, votre tête, rien qu'en écouter ce cours, a pu se familiariser avec 2-3 concepts. Vous avez probablement mémorisé ou appris certaines choses. C'est toutes des choses que vous aurez déjà connues et qui vont être consolidées lors du cours de la faculté. Et c'est là l'avantage. Si vous avez déjà un petit peu entendu parler des choses, vous n'allez pas être complètement paumé durant le cours et vous allez déjà pouvoir apprendre, déjà commencer les processus de mémorisation durant le cours de la faculté et donc vous gagnerez vraiment du temps. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme je vous l'ai dit, ce cours est entièrement gratuit. Il est accessible et vous pouvez partager le lien vers les quatre vidéos qui sont mises sur YouTube. N'oubliez pas que chez MedPrep, on vous propose toute l'année sous la forme d'un abonnement, des ressources, donc, à savoir des QCM, des supports de cours, des enregistrements des TD, des enregistrements des choses que vous ne comprenez pas, des morceaux de cours que vous ne comprenez pas, on vous les fait en vidéo sur demande, mais tous les TD sont corrigés avec un PDF détaillé et avec une vidéo du même type que ce que j'ai fait aujourd'hui.
Et vous avez en plus accès à un groupe sur lequel vous pouvez poser toutes les questions à nos enseignants qui vous répondront le plus rapidement possible. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite beaucoup de succès pour cette première année. Au revoir.